Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie, où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique, féminin et chrétien, que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com. Dans le numéro de l'été 2025, nous vous embarquons dans un univers fascinant, la mer, avec son versant fait de vacances, de soleil et de rêves, mais aussi ses lames et ses drames. Nous parlons de fosses océaniques qui vont jusqu'à 11 000 mètres de profondeur, d'une tonne maximum de coquilles Saint-Jacques à chaque sortie en mer pour pêcher, de Socrate en ciré, de crawl américain et d'ex-voto marin à Rocamadour. Vous pouvez télécharger ce numéro gratuitement sur notre site, magazine-zélie.com, le lien est dans la description du podcast. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de podcast, nous rencontrons Clémentine Petzel, qui nous raconte l'action de Dieu dans sa vie, tout particulièrement dans son histoire de maternité. Clémentine, bonjour. Bonjour Solange. Pour commencer, quels étaient vos rêves de petite fille ? Je trouve que c'est une question qui est assez difficile, mais en y pensant, je dirais que dans mon souvenir, dans mes souvenirs les plus lointains, je pense que je rêvais vraiment d'être coiffeuse et institutrice, mais au-delà de ça, j'avais vraiment le rêve aussi d'avoir une famille nombreuse, de reproduire peut-être des schémas familiaux un schéma familial que j'ai. Et voilà, j'ai toujours aimé materner, pouponner, m'occuper d'enfants. Donc je pense que c'est vraiment ce qui constituait mes rêves de petite fille à l'époque. Comment avez-vous rencontré le Christ ? Nous, moi je suis issue d'une famille catholique pratiquante. On a toujours été à la messe quand on était plus jeune avec mes parents. J'ai pas souvenir particulièrement de faire une prière quotidienne avec eux, mais j'ai vraiment par contre souvenir qu'on bénissait des moments particuliers, notamment tout ce qui était trajet en voiture ou quand on avait des événements un peu, je sais pas, le bac, des événements particuliers. Je me revois avec mes parents qui confiaient ça. On n'avait pas de prière qui était instaurée le soir, de rituel, mais pour autant la messe était vraiment présente. J'ai une maman qui a animé pendant très longtemps, mais donc je dirais que jusqu'à mes 18 ans, c'était une foi qui était plutôt héritée de mes parents, une foi un peu familiale, on va dire, mais qui malgré tout m'a vraiment portée, avec mes petites phases de rébellion quand on est plus jeune. Et puis quand j'ai eu 18 ans, j'ai traversé une période un peu, on va dire, d'adolescence prolongée avec pas mal de remises en question, de questions existentielles, et je m'étais tournée en fait vers des pratiques de méditation. Je veux vraiment blesser personne en disant ça parce que c'était à l'époque de la moi j'ai rien contre la méditation, mais en tout cas dans mon cas je pratiquais vraiment la méditation et ça m'avait détourné de Dieu. En fait, je faisais beaucoup d'introspection, c'était de la pleine conscience, et en fait j'en avais complètement délaissé la prière parce que je pouvais pas tout conjuguer avec des études en parallèle, et je me souviens quand même je me rappelle parfaitement me dire un jour que Dieu me manquait, que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas totalement ajusté dans ma manière de pratiquer la méditation. Je trouvais que c'était assez auto-centré en fait sur ma propre personne, qu'il fallait que laisser passer toutes mes émotions, tous mes sentiments, tout ce à quoi je pensais. Et bref, je sentais que c'était pas totalement ajusté et que je sais pas, que j'aspirais à plus grand, qu'il manquait quelque chose de plus grand. Et j'ai un jour rejoint une soirée prière charismatique, du chemin neuf. Aujourd'hui, je suis plus vraiment dans ces communautés, mais en tout cas à l'époque, bref, je me suis retrouvée là-bas, je ne sais plus comment. Et c'est vraiment incroyable. À ce moment-là, j'ai eu vraiment je sais pas si on peut dire une motion du cœur. En tout cas, j'ai vraiment senti que le Seigneur était là, qui m'appelait à lâcher un peu toutes ces pratiques. C'est pas du tout ésotérique le mot adapté, mais en tout cas qu'il l'était pas pour moi, et qui m'invitait à le suivre et à lui faire vraiment confiance. J'ai eu des petites images, on y croit ou non, mais c'est vrai que pour moi ça a été vraiment un moment décisif. Je me rappelle avoir vraiment demandé aussi une grâce de fidélité à la prière à ce moment-là, en prenant conscience que je pourrais pas, que sans le Christ je pourrais pas aller très très loin, que j'avais vraiment besoin de lui dans mon quotidien pour pas me perdre et pour pouvoir pour savoir où je devais aller, pour savoir vers quoi j'aspirais, etc. Et je pense avoir été exaucée parce que pour le coup
Je pense que la fidélité à la prière, on l'a pas, enfin c'est pas quelque chose de forcément inné, c'est difficile, mais je sens vraiment que ça m'a accompagnée depuis. Et voilà, donc je dirais que ça remonte à là, à mes 18 ans. À 18 ans, justement, vous rencontrez Benjamin, votre mari. Racontez-nous. Oui, à 18 ans, du coup, je rentre en fac de droit et je me rappelle qu'à la bibliothèque universitaire de là où j'étais, donc à Angers, enfin, on est censé étudier évidemment là-bas, mais c'est aussi un lieu, en tout cas quand on est jeune ou parfois on aime bien, enfin on y allait avec des amis, etc. Et pour ma part, il y avait un petit côté un peu pour aller voir ce qui y était et pour être un peu vue. Voilà, je suis pas forcément très fière de dire tout ça, mais c'est une réalité. Enfin, c'était voilà, peut-être aussi de l'immaturité ou je ne sais quoi. Il n'empêche que j'ai vu Benjamin pour la première fois là-bas, et c'est vrai que ça a été pour moi, ça a vraiment été un coup de foudre. Enfin, il y a pas d'autre mot. Je sais pas, j'ai eu vraiment cette intuition que c'était le bon. Après, bah, il fallait pouvoir l'approcher, mais bon, bah, moi, j'ai entamé quelques démarches pour essayer de me rapprocher de lui, et puis finalement, petit à petit, on a pu rentrer en contact, et on a été ensemble dès le début de ma première année de droit, donc il y a maintenant, on commence notre 13e année ensemble aujourd'hui, et je trouve que c'est vraiment trop chouette parce que pour le coup, moi, j'ai vraiment senti assez rapidement que c'était ça s'explique pas, hein, c'est vraiment quelque chose qui est plus de l'ordre de l'intuition, mais vraiment un coup de cœur assez fort, et convaincue que c'était vraiment quelqu'un de bien, et voilà, j'étais comme attirée, quoi. Et aujourd'hui, on est encore ensemble, mariés maintenant. Au bout de 7 ans de relation, vous vous êtes fiancés. Pourquoi cette attente-là ? Oui, c'est vrai, ça a été assez long. En fait, pour contextualiser, Benjamin, il est militaire. Il est officier de gendarmerie et au début de notre relation, il était dans le civil. Il a été en école d'ingénieur sur Paris, etc. On a pendant très longtemps eu une relation à distance. Puis après, il est rentré dans l'armée. Voilà, faire ce qu'il a toujours voulu faire. Et en fait, au début de notre relation, plutôt au début de sa carrière de gendarme, il était en gendarmerie mobile. Donc la mobile, c'est vraiment un environnement qui est quand même très particulier. C'est beaucoup d'absences. Il était absent jusqu'à quasiment 8 mois par an par moment quand on calculait. Et voilà, et moi j'étais donc pas mal seule avec des lieux qu'on choisit pas. Enfin, il était affecté dans des villes. Nous, on était vraiment dans le centre du centre de la France, dans des endroits où il n'y a pas grand-chose, pas très bien desservi. Et c'est vrai que moi j'attendais vraiment une chose, c'était qu'il me demande en mariage. On était dans nos couples d'amis, ceux qui étaient, on faisait partie de ceux qui étaient ensemble depuis le plus longtemps. Et pour autant, il se passait rien. On a eu beaucoup de couples qui se sont fiancés avant nous. Et moi, Benjamin me demandait pas. Et c'est vrai que j'étais assez frustrée. Et en fait, je sais avec recul, pour en avoir discuté avec lui, et puis maintenant avec quand même quelques années après, je suis vraiment convaincue qu'il a juste pris son temps parce qu'il voulait que je sois prête pour pouvoir embrasser vraiment ce métier. Parce que quand on épouse un militaire, quel qu'il soit, c'est vraiment on épouse une profession. Au-delà de l'homme qu'on choisit d'épouser, et je pense qu'à l'époque j'étais pas totalement prête. Je me rappelle aussi de discussions avec deux copines, qui m'avaient un peu éclairée en me disant mais est-ce que voilà tu veux vraiment te marier pour lui et pour tout ce que ça implique derrière, ou parce que parfois il y a le côté un peu fête, paillette de l'engagement du mariage qui est attirant quand on commence à justement avoir des mariages de ses amis, etc. Ça fait parfois rêver. Mais voilà, bien se rappeler que ça dure 24 heures finalement, la fête en elle-même, et que l'engagement derrière, il est pour toute une vie. Donc je sais que, voilà, ça a beau avoir pris un peu de temps, je pense que c'était un temps qui était nécessaire pour que j'accepte pleinement en fait l'engagement qui était le mariage, pour que je sois sûre vraiment de ce dans quoi je m'engageais. Avec ces joies évidemment, parce que c'est trop chouette, c'est une vie où il n'y a pas beaucoup de routine, mais aussi les difficultés et les moments plus de solitude, pour que je me rappelle pourquoi je me suis mariée avec lui. Et en ça, je trouve qu'il a été vraiment mature. Il a pris le temps. Je pense que pour lui, c'était pas facile non plus, parce qu'il prenait le risque aussi s'il s'engageait trop tôt, d'épouser quelqu'un peut-être qui aurait pas été prête. Et finalement, au moment où il m'a demandé en mariage, je pense qu'on avait cheminé tous les deux. J'avais acquis un peu plus de maturité et un peu plus de recul, on va dire, sur la profession et sur ce que je voulais. Et voilà, j'étais sûre que c'était lui, et j'étais prête à faire aussi les sacrifices qui auraient été nécessaires.
Oui, je trouve ça beau que il est attendu que vous soyez pleinement libre finalement pour poser ce choix, quoi. C'est vrai que c'est un choix tellement vertigineux que plus on est libre pour le faire, mieux c'est, même si là aussi il y a une part d'inconnu. Alors votre fiancé était croyant mais pas pratiquant, mais quand même très vite il vous a accompagné à la messe. Pourquoi cela? Oui, j'ai été vraiment touchée par ça. Benjamin, c'est vrai, n'était pas du tout pratiquant quand on s'est rencontrés. Il croyait en Dieu, mais voilà, ça faisait pas partie de son quotidien ou quoi. Et il m'a vraiment accompagnée. En fait, je pense que ce qui a aidé aussi, c'est que quand on est en début de relation, souvent, je dis pas tout le temps, mais en tout cas souvent, on est un peu tout feu tout flamme, porté par, c'est vrai, par des sentiments qui sont, enfin voilà, parfois par le stade un peu passionnel du début, et on est peut-être plus à même à faire je sais pas si c'est des efforts ou en tout cas, je sais pas, à poser des actes qu'on n'aurait peut-être pas fait en temps normal. Et Benjamin, voilà, dans le début de notre relation, a vraiment accepté de m'accompagner à la messe assez rapidement. Moi, j'étais vraiment touchée par sa démarche parce que voilà, il n'était pas obligé. Il m'a également accompagnée à des semaines avec, de festivals, voilà aussi catholiques comme Parelmonial ou encore Haute-Combe. C'est pas forcément sa tasse de thé, enfin ce dont lui il raffole, mais il l'a fait pour moi et ça m'a beaucoup touchée. Après, depuis, c'est vrai qu'on a vraiment essayé d'instaurer une prière, on va dire, pas du tout quotidienne, loin de là, ça serait vraiment mentir. En tout cas, on essaye d'avoir un rituel de prière tous les deux, quand on peut. Voilà, je vais plutôt dire ça pour être vraiment honnête. Mais c'est chouette, on va à la messe ensemble. Enfin, dès qu'il peut, qu'il ait pas d'astreinte ou qu'il est disponible, on va à la messe le dimanche ensemble. Je trouve il est vraiment pour moi aussi un pilier important dans ma foi. Et puis on pratique pas du tout pareil. Moi, je vais avoir tendance à pas mal parler quand je fais des prières, etc. Lui, c'est beaucoup plus intérieur, mais à l'inverse, je trouve il est souvent beaucoup plus ajusté dans ses actes. Peut-être moins de paroles, mais plus d'actes en cohérence avec la foi finalement. Donc moi, ça m'a beaucoup apporté aussi. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment précieux de pouvoir avoir son conjoint, en tout cas, qui pratique également. Et voilà, qu'on puisse tous les deux se sanctifier et essayer de s'amener vers le ciel l'un l'autre. Après votre mariage, votre mari et vous voulez avoir rapidement un enfant. Qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là? Oui, c'est vrai. On a eu un désir d'enfant qui s'est manifesté de manière assez rapide. Enfin, voilà, on souhaitait tous les deux fonder une famille. On avait vraiment ces projets en commun qui étaient importants. Et finalement, ça s'est pas présenté tout de suite. C'est vrai que ça a mis du temps. Alors, je sais aussi avec recul maintenant que Benjamin était pas beaucoup là, effectivement. Comme je le disais précédemment, il était souvent en mission. Donc, quand on compte réellement en mois, quand il est absent 8 mois par an, forcément, la fenêtre de possibilités est vraiment restreinte et réduite. Pour autant, moi, ça m'a paru très très long. On s'est mariés en juillet 2021 et je suis tombée enceinte en novembre, donc 1 an et demi après. J'ai trouvé ça très long, même si je sais donc aujourd'hui, non seulement du coup effectivement qu'il y avait les absences, mais qu'il y avait aussi pour ma part une méconnaissance de mes cycles qui faisait que forcément, enfin, je connaissais pas du tout bien mon corps, mes cycles, etc. Et donc je pense que ça joue aussi nécessairement sur un projet d'enfant. Mais j'ai trouvé vraiment cette attente très longue. Enfin, pour moi, ça a été vraiment, pour nous, en fait, ça a vraiment été une source un peu de souffrance. Mais voilà, je restais quand même dans l'espérance. Je sais aujourd'hui que et même à l'époque, je restais confiante. J'ai pas hésité du tout à demander à des gens autour de nous de faire des neuvaines, même si pour certains ça paraît pas très long, 1 an et demi. Et encore une fois, je pesais mes mots parce que je sais que c'est très relatif. L'attente est tellement propre à chacun. On vit pas du tout tous pareil. Enfin, pour certains, 1 an et demi, ça serait pas long. Pour d'autres, c'est énorme. En tout cas, pour notre part, c'était long, mais on est vraiment resté confiants. Voilà, que ça viendrait. On l'a beaucoup confié aussi. Et voilà, et Dieu ne déçoit pas. Vous dites d'ailleurs que pour vous, il était difficile de voir vos amis à cette époque tomber enceinte très vite. En tout cas, c'est ce que vous croyez. Oui, c'est vrai. J'avais beaucoup d'amis. J'avais l'impression vraiment, même encore maintenant, qu'on leur caressait les cheveux et elles tombaient enceintes. C'était incroyable. Enfin, j'avais beaucoup de copines qui avaient vraiment aucune difficulté. Et je trouvais ça très dur parce que même si évidemment, on est vraiment toujours content pour ses amis, c'est trop chouette, c'est quand même des bonnes nouvelles et c'est la vie avant tout, donc c'est vraiment beau. Malgré tout, ça renvoie au fait que nous, ça marche pas, que ça vient pas.
Et ça, je trouve que c'est vraiment une porte glissante vers un peu la comparaison, vers la convoitise, dans laquelle moi j'ai été vraiment victime. Hein. Je sais aujourd'hui que vraiment ça a été des sujets qui m'ont beaucoup pesé, qui m'ont beaucoup attristé. Et voilà, malgré la joie et le fait de se réjouir pour autrui, j'avais toujours un petit peu d'amertume et du coup de jalousie aussi, en tout cas d'envie à l'égard de certaines de mes amies. Mais voilà, je sais qu'on n'est pas du tout tous appelés aux mêmes choses aussi, et que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Mais bon, on a beau savoir toutes ces choses-là, quand on est dedans, c'est pas forcément évident. Pendant cette période, est-ce que vous avez dit à Dieu votre souffrance ? Oui, je crois que j'avais vraiment... je le confiais en tout cas, vraiment, ça je m'en rappelle, on le confiait. Moi, je l'ai beaucoup confié dans des prières, et puis voilà, en pensée, j'ai été en colère aussi, parfois de voir que ça marche pas, et que on aimerait que ce qu'on souhaite, ça vienne en temps voulu, en tout cas dans nos temps impartis à nous. Mais oui, en tout cas, j'ai pas lâché non plus la prière, j'ai beau avoir été en colère, on n'a pas lâché, je restais confiante. Malgré tout, je pense qu'on a vraiment eu une grâce de rester dans l'espérance et dans la confiance. Et puis malgré tout, le fait d'avoir un travail, de pouvoir avoir aussi pas mal de choses à côté, ça aide à pas être trop focalisé dessus, je trouve, et à sortir un peu la tête de tout ça. Vous travaillez dans quel domaine ? Je suis juriste, donc j'étais dans le ministère de la Santé et dans le ministère de la Justice. En novembre 2022, alors a lieu un jour bien particulier, lequel ? Oui, je me rappellerai, on s'en rappellera toute notre vie. Benjamin était en mission et j'étais toute seule, et j'avais fait quand même pas mal de tests de grossesse les mois précédents à chaque fois. Mais comme je connaissais pas mes cycles, en plus, je pense que je les faisais pas forcément au bon moment à chaque fois. Mais bref, il s'avérait que c'était souvent négatif, qu'en plus, bah, dès qu'une mission arrivait, ça a décalé parfois de 3-4 mois forcément le projet bébé. Et en fait, en novembre 2023, j'avais un symptôme que j'avais jamais eu auparavant. 22, pardon. Novembre 2022, pardon. Et bref, j'ai fini par faire un test de grossesse un matin, mais en étant vraiment pas du tout convaincue. Je l'ai vraiment fait par, je sais pas, comme ça, par acquis de conscience. Et en fait, la barre positive est arrivée tout de suite. J'étais enceinte, en l'occurrence, déjà de quasiment 5 semaines. Donc bien entamé. C'est vraiment un souvenir pour le coup qui reste ancré. Je trouve que c'est tellement chouette, qui plus est quand on l'a attendu pendant longtemps. C'est vraiment une voie qu'on n'explique pas. Moi, ça m'a porté, mais ça nous a porté vraiment très très longtemps. C'était trop trop chouette. Je me rappelle avoir regardé le test des mois et des mois, et voilà, c'est trop bien. En plus, une première grossesse, en tout cas. Pour ma part, moi, j'étais pas du tout inquiète. Je m'étais pas trop renseignée sur tout ce qui était fausse couche ou quoi. Donc, j'ai vécu cette première grossesse assez sereinement. Ouais, c'était vraiment... Et je me rappelle avoir été aussi vraiment dans l'action de grâce, pour le coup. De même avoir dit, oh là là, mais je suis nulle. J'ai même douté à des moments, alors que finalement, voilà, Dieu ne déçoit pas. Même si voilà, j'espère ne heurter personne, parce que les réponses de Dieu sont pas toujours celles qu'on espère ou auxquelles on s'attendait. En tout cas, pour notre part, c'est vrai qu'on était vraiment comblés. Ça reste vraiment un jour unique et vraiment merveilleux. C'est vrai que c'est chouette quand on est enceinte. Au début, parfois, on est un peu sur un petit nuage. Moi, je me souviens que pour mon 4e enfant, c'était en janvier que j'ai appris que j'étais enceinte. Et en fait, je comprenais pas pourquoi les gens ils disaient que janvier, c'est un mois triste, bloom, le mois le plus triste et tout. Moi, j'étais complètement euphorique. Bon, là aussi, c'est une grande chance. La grossesse s'est passée sereinement, mais à la fin de celle-ci, on a trouvé à votre bébé un retard de croissance important et une surveillance a été mise en place. Racontez-nous cela et comment vous l'avez vécu? Oui, on n'a pas été très épargnés pendant la grossesse, tout ce qui touchait à la maternité. Mais en fait, moi, j'ai eu une grossesse au tout départ qui était franchement classique. Moralement, j'étais vraiment comblée. On était tellement heureux, c'était trop bien. Après, j'ai eu les symptômes classiques. J'ai pas souvenir d'avoir été très fatiguée. Par contre, vraiment beaucoup de nausées et de vomissements au début. Et puis ensuite, effectivement, le classique second trimestre où on a un regain d'énergie. C'est chouette. Je voyais mon ventre s'arrondir doucement. Effectivement, j'avais pas un très très gros ventre, mais voilà.
Par contre, j'ai commencé à contracter assez tôt, vers le tout début du 5e mois. Je me souviens avoir eu mes premières contractions. Enfin, je savais pas que c'était des contractions puisque j'en avais jamais eu, mais en allant aux urgences, voilà, c'était des contractions de Braxton Hicks, donc de faux au travail. Il n'y avait pas de souci à avoir, par contre, il fallait que je lève un peu le pied. Sauf que les contractions, malgré l'espacement, etc., se sont vraiment accentuées. Et je dirais que du début du 5e à la fin milieu 6e, j'avais, sans exagérer vraiment, je pèse mes mots, mon entourage pour en témoigner, j'avais entre 70 et 100 contractions par jour à peu près, ce qui était vraiment énorme. J'avais un utérus très contractile. Apparemment, c'est souvent lié parfois à certaines morphologies, mais voilà, c'était pas très agréable, ça faisait absolument pas mal. Par contre, c'est vrai que c'est pas très confortable. Ces contractions-là, en soi, il y a pas de, elles sont pas forcément dangereuses ou inquiétantes parce qu'elles agissent pas forcément sur le col. Dans mon cas, en tout cas, j'étais vraiment surveillée de près par l'hôpital et mon col n'avait pas bougé, donc il y avait pas de souci à avoir. Sauf qu'à un moment, je pense, à force d'avoir fait pas mal de trajets, il y a eu un jour où je suis quand même allée voir ma gynéco. J'étais sur Angers chez mes parents. Benjamin était en mission et je suis allée voir ma gynéco parce que j'en avais vraiment de plus en plus et puis qui m'a envoyée aux urgences faire un contrôle de col et il s'est avéré que mon col avait vraiment raccourci et donc ils ont eu l'obligation de m'hospitaliser sur Angers, donc pour menace d'accouchement prématuré. Moi, pour ma part, ça a été vraiment très difficile sur le moment, cette hospitalisation. C'était quelque chose que j'appréhendais vraiment beaucoup. J'avais jamais dormi à l'hôpital et je sais pas, un séjour en hospitalier, c'était vraiment pas quelque chose qui me réjouissait, mais je sais pas, c'était anxiogène. En plus, du coup, dans ce cadre-là, on est en salle de naissance le soir même. Ils m'ont fait alors j'ai pas les termes exacts, mais des injonctions, j'aurais dit, pour maturer les poumons du bébé et je sais plus si c'était du cœur ou d'un autre organe, en tout cas au cas où du cerveau, au cas où le bébé naisse plus tôt. Et ensuite, je suis restée hospitalisée quasiment 5 jours. Benjamin a pu me rejoindre, donc ça c'était chouette. Et voilà, moi ça a été un séjour qui m'a marqué, mais finalement que j'ai vraiment adoré. Avec recul, on a eu du personnel qui était adorable. On est hospitalisé dans le service des grossesses pathologiques, mais il y avait pas grand monde, donc les aides-soignantes, les sages-femmes étaient vraiment disponibles. Tellement gentil, enfin c'était vraiment chouette. J'ai pu sortir au bout du 5e jour parce que du coup les contractions s'étaient un peu calmées grâce au repos. Sauf que au moment de la sortie, ils m'ont fait une échographie et ils ont découvert que donc notre petite fille avait un retard de croissance, enfin que sa courbe s'était cassée et que elle était qu'elle était un petit peu, enfin au niveau du poids et de la taille en dessous de la moyenne. À la base, rien d'inquiétant, mais ils m'ont demandé de faire des échographies rapprochées, donc je devais venir 1 à 2 fois par semaine à l'hôpital refaire des échographies de croissance. Donc c'est un suivi qui est quand même un petit peu lourd, mais bon, on l'a fait. J'y allais toute seule ou avec Benjamin ou avec ma maman qui a pu être bien présente aussi. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, la croissance de notre petite fille s'est vraiment ralentie pour au final atteindre vraiment le 0e percentile. Donc elle était vraiment très 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 petite et très 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 mince. Et à chaque fois, la question qui se pose, c'est les causes. Donc on peut pas savoir si c'est juste morphologique ou s'il y a potentiellement une cause derrière, soit placentaire, soit liée aux échanges qui se font entre la maman et le bébé. Donc voilà, ce qu'on a trouvé un peu plus difficile, donc c'est que c'est quand même une période qui est assez anxiogène avec les échographies. À chaque échographie, on sait pas trop ce qu'on va nous annoncer par la suite. Et il y a eu aussi toute cette question de faire potentiellement une amniosynthèse pour rechercher une éventuelle cause, enfin potentiellement une cause chromosomique qui pourrait expliquer, si notre enfant avait une malformation. Donc avec Benjamin, on était au clair là-dessus tous les deux. On savait que si notre petite fille avait la moindre maladie, on l'aurait gardée. Donc on n'était pas du tout pour faire une amniosynthèse. On l'aurait fait que si ça permettait d'agir dessus, mais on nous avait vraiment fait comprendre que voilà, l'amniosynthèse permettait uniquement de faire une IMG si jamais anomalie il y avait. Donc nous, on a refusé l'amniosynthèse, on a juste rencontré un généticien. Mais voilà, on n'a pas souhaité aller plus loin. Et ensuite, on nous a proposé un déclenchement. Donc ça, c'était un petit peu difficile aussi à digérer puisque on s'imaginait tous les deux, enfin en tout cas, moi, ça c'est clair, c'est que je m'imaginais vraiment un accouchement spontané. Et rien ne s'est passé comme prévu. Après, je pense qu'avec les grossesses, on apprend à lâcher prise et à accepter que
que c'est pas toujours ce qu'on avait imaginé, que voilà, il faut vraiment faire confiance et se laisser aller. Mais c'est vrai que le déclenchement était pas forcément ce qu'on avait souhaité. On a voulu un moment envisager de refuser le déclenchement. Mais voilà, déjà il faut vraiment avoir des arguments quand même béton pour faire face au corps médical quand on n'est pas d'accord. C'est quand même difficile, on nous avait prévenu, mais c'est vrai que d'avoir les médecins à dos, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Et puis ensuite, on s'est dit que, enfin, on s'en serait mordu les doigts de prendre un risque si jamais il arrivait quoi que ce soit. Donc on a accepté le déclenchement, et un déclenchement du coup à 37 semaines, donc elle est née pas prématurée, oui, un mois avant, mais c'est plus considéré comme de la prématurité. Du coup, ouais, cette grossesse a dû être bien stressante pour vous. Ouais, c'était vraiment stressant, mais après, je trouve qu'on a été quand même assez serein. Le fait qu'on soit bien entourés, on était déjà bien soudés tous les deux, et puis on a été vraiment bien entourés par nos amis, par nos familles respectives. Et moi, je peux pas expliquer, mais on avait quand même une certaine confiance. Moi, j'avais vraiment confiance sur la suite. J'étais convaincue que donc Éléonore, notre petite fille, n'avait rien. Au fond de moi, je sais pas pourquoi je le savais. Et après, on s'est dit voilà, le déclenchement, ça sera comme ça. Mais ça a été stressant, mais vraiment, je trouve qu'on a je sais pas, je pense que si on m'avait dit que je vivrais cette situation-là il y a 4-5 ans, ça m'aurait stressé. Et finalement, sur le moment, on a des ressources qu'on soupçonne pas toujours. Et voilà, et qui nous permettent de faire face et parfois de trouver de la force alors qu'on n'aurait pas imaginé avoir cette force-là. Là aussi, la prière vous a peut-être aidé? Oui, complètement. C'est vrai que la prière, d'avoir confié, on a fait des neuvaines. Et voilà, finalement, dans les faits, ça nous a vraiment... on a vraiment été portés. Je trouve vraiment portés, apaisés. Et puis concrètement, finalement, moi, j'ai eu un accouchement que j'estime quasiment spontané, alors même que j'ai été déclenchée. Justement, comment s'est passée la naissance? Du coup, on a été déclenché, j'ai été déclenchée à 37 semaines. Ce qui est drôle, c'est que jusqu'à la fin, vraiment, la grossesse s'est pas passée comme prévu. Il m'avait proposé un déclenchement le 22 juillet, donc le matin du 22, on prépare toutes nos affaires, on part à la maternité. On venait de déménager en plus, vraiment, on était arrivé 10 jours plus tôt dans notre nouvelle maison. On était passé du centre de la France au Grand Est, à la région Grand Est. On venait d'arriver. Et donc on part, moi j'étais un peu stressée le matin du 22 quand même, parce que c'est une rencontre qui va avoir lieu, qui est du coup un peu organisée, mais pour autant, on sait pas trop quand est-ce que ça aura lieu. Et puis il m'installe dans une salle, on me met un monito, on commence à faire des examens, etc. On me dit que mon col est ouvert à 1. Voilà, donc finalement les contractions, j'avais beau avoir beaucoup de contractions, ça avait pas non plus accéléré le travail. Et on attend comme ça dans une salle tout seul, tous les deux, jusqu'à midi. Et puis à midi, on vient nous voir et on nous dit que finalement, toutes les salles de naissance sont pleines et que il nous renvoie chez nous et qu'on reviendra le lendemain. Alors nous, on s'imaginait revenir à la maison avec notre petite fille. Finalement, on est revenu bredouille. On se sentait vraiment bête avec nos petits sacs à la main. On est rentré, on savait pas trop quoi faire à la maison. Et puis on est revenu le lendemain, donc le 23. Et ils m'ont posé directement un ballonnet. Donc le ballonnet, c'est vraiment un mode de déclenchement mais mécanique, il n'y a pas d'hormones. Et moi, c'est quelque chose que j'avais pas mal confié aussi. C'est vrai que j'espérais avoir le moins d'hormones possible, à défaut d'avoir un accouchement spontané ou naturel. J'espérais avoir quand même quelque chose qui soit pas trop, que je sois pas trop dopée en fait aux hormones. Ils m'ont mis un ballonnet, donc c'est des ballons de sérum fille, je crois, qui sont censés élargir un petit peu le col et permettre de faciliter l'ouverture. Et en fait, il m'avait dit voilà, on le laisse. Si au bout de 12 heures il est pas tombé, on l'arrache de lui-même et puis ensuite on passe aux hormones. Sinon, s'il tombe avant, c'est que votre col s'est ouvert. Et moi, du coup, il est tombé un peu avant. Et puis ensuite, le travail, ils m'ont percé la poche des os le soir j'ai dû avoir mon ballonnet, il est tombé vers 19h. Je suis allée en salle de naissance à 21h. Ils m'ont percé la poche des os à 22h. Et Éléonore est née à 23h23, le 23 juillet 2023. Donc c'est franchement trop chouette. Et c'est un accouchement qui était vraiment trop bien, qui a été vraiment rapide. J'ai demandé la péridurale, je pensais vouloir faire un accouchement sans. Finalement, vraiment respect à toutes les femmes qui fassent sans. Moi, j'ai pas réussi à tenir, je l'ai demandé quand j'étais à 6. Mais le temps que l'anesthésiste arrive, qu'il parle, qu'il installe, qu'il stérilise le champ opératoire, etc., ça prenait 20 minutes.
Il me l'a posé, il fallait attendre 20 minutes et en fait j'étais déjà à 10. Du coup ils m'ont mis une rachis par-dessus, donc j'ai quand même eu des petites piqûres, mais c'était vraiment trop bien. Franchement ça a vraiment été un très très bel accouchement malgré le fait qu'il soit planifié et on en garde vraiment un beau souvenir. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Qu'est-ce que vous avez ressenti à la naissance de votre fille ? Ben honnêtement, pas grand-chose. Franchement, vraiment pas grand-chose. C'est drôle, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Enfin, moi, je pleurais devant les épisodes de Baby Boom, enfin, devant des émissions de télé-réalité où on voit des naissances. Vraiment, je pleurais, mais réellement. Et je m'étais imaginé plein de scénarios. Et puis finalement, quand Éléonore est née, j'étais juste et vraiment épuisée. Mais un stade de fatigue que j'ai jamais connu. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir été fatiguée comme ça. J'étais vraiment éreintée. Et donc c'est assez déstabilisant parce que je m'imaginais avoir un peu le lien fusionnel dont parlent beaucoup de mamans dès le départ. Pas du tout. Et voilà, j'avais même pas l'énergie de la porte. Enfin si, un petit peu, mais pas trop quand même. Et puis finalement le lien s'est fait quand même pendant le séjour à la maternité. Je sais plus, je dirais peut-être le 2e ou 3e jour, à un moment où j'étais toute seule. Vraiment entre 2 visites de sage-femme. Et c'est vrai qu'en la regardant, vraiment, je me suis mise c'est pas la regarder, c'est vraiment contempler son bébé. C'est trop chouette, quoi, de se dire que c'est un petit être qu'on a créé qui est là. Et bon, quand ça pleure pas, un enfant, c'est tellement apaisant, je trouve. Je dis quand ça pleure pas, quand ça pleure aussi un peu, mais je trouve qu'un petit bébé, c'est tellement, c'est incroyable, quoi. C'est la vie qui jaillit de se dire qu'on l'a porté. Donc voilà, je dirais que j'ai eu le déclic un peu plus tard. Mais si ça peut en rassurer certaines, voilà, c'est pas forcément grave d'avoir, pas cette espèce de fusion immédiate dont certaines bénéficient dès la naissance en fait. Oui, c'est vrai que souvent, comme toutes les relations, ça se construit au fil des jours aussi. Alors le postpartum, donc après la naissance, les semaines qui ont suivi n'ont pas été faciles pour vous. Pourquoi ? Oui, moi j'ai pas un souvenir très 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 agréable du début du postpartum. En tout cas, je dirais les 3 premières semaines. J'avais un espèce de, je pense que c'est vraiment un baby blues. J'irais pas du tout jusqu'à dépression du postpartum parce que c'est, enfin, je pense vraiment pas que c'était ça. En tout cas, j'avais une certaine déprime. En fait, j'avais l'impression d'être réduite à un rôle de juste changer les couches, alimenter un frigo, enfin, allaiter. On sent pas très bon, enfin, on est tout le temps trempé plein de lait, en tout cas pour ma part. Je trouve que c'est pas hyper gratifiant pour l'image. Enfin, je me trouvais pas. Enfin voilà, j'étais pas dans les meilleures conditions. Et je pense vraiment aujourd'hui pouvoir dire aussi que j'ai beaucoup idéalisé la maternité en étant enceinte. Non pas que j'aime pas être maman, pas du tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment merveilleux et c'est pour moi le plus beau rôle. Mais en tout cas, j'avais pas envisagé les aspects un peu plus difficiles, c'est-à-dire le manque de sommeil notamment. Le fait effectivement au début qu'on a vraiment peu d'énergie et moi qui suis quelqu'un avec un tempérament assez actif, enfin j'aime bien faire pas mal de choses et là de sentir qu'en fait son corps ne suit pas et qu'au début on est cantonné à un rôle principalement pour être à côté de son bébé. C'est d'ailleurs, enfin c'est pas du tout étonnant que dans certains pays ils fassent le mois d'or avec vraiment la femme qui bouge quasiment pas de son lit, enfin pour vraiment juste se reposer. Moi j'ai trouvé ça vraiment très difficile le début. Vraiment moralement, j'avais l'impression d'être un peu dépossédée de mon corps, de ma propre volonté. Et ouais, ça a été pas forcément facile. Heureusement, on n'était pas du tout seul. Loin de là, j'ai été vraiment très très bien entourée déjà par ma maman qui est venue, avec mon père bien évidemment, tous les deux qui sont venus et donc d'avoir du relais. Franchement, c'est tellement chouette d'avoir du relais, d'avoir une présence, d'avoir sa maison qui est à peu près rangée parce qu'on peut pas du tout être partout en fait. Et puis ma belle-mère aussi qui m'a vraiment dit des mots qui m'ont énormément aidée. J'ai pu en parler avec elle à un moment où je sentais que voilà, j'étais toute seule avec elle. J'ai réussi à lui en parler et en fait elle m'a dit des choses qui m'ont marquée comme le fait que tant qu'on n'est pas prêt à faire le deuil de sa vie d'avant, on peut pas pleinement embrasser sa maternité, que le début c'est forcément un petit peu difficile parce que c'est des renoncements par rapport à ce qu'on avait comme vie avant, c'est-à-dire je sais pas, sortir, vivre vraiment pour soi. Mais quand on accepte ça, déjà c'est temporaire, mais ensuite ça va mieux. Et moi ça m'a vraiment aidé d'entendre ces mots, de me dire que oui, peut-être qu'en fait quand j'étais pas mariée, je voulais être mariée, quand j'étais mariée, je voulais avoir un enfant, quand je voulais avoir un enfant, enfin quand je voulais être enceinte, quand j'étais enceinte, je voulais accoucher, avoir le bébé, puis maintenant que j'avais un bébé, j'enviais les femmes qui en avaient pas ou qui avaient des grands enfants qui pouvaient vivre comme elles le souhaitaient.
Mais voilà, moi ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir en parler avec elle. Et là-dessus, je trouve que moi je vois aussi vraiment des petits clins d'yeux parce que je l'avais quand même un peu confié dans mes prières, notamment quand le soir j'allaitais Léonore en pleine nuit. Parfois j'ai pas pleuré, mais je me rappelle avoir un peu le blues et confier ça. Et puis le Seigneur, il passe aussi par du concret, enfin par les gens qui nous côtoient, par notre entourage. Et je trouve que c'est chouette de pouvoir relire sa vie et de se dire ah mais en fait là moi j'y vois un petit clin d'yeu. Bon, on y croit ou pas, mais en tout cas voilà, une petite parole qui régénère et qui permet de repartir avec un élan. Ça m'a vraiment requinqué en tout cas, et permis d'accepter beaucoup plus facilement la situation. Et après vraiment mon blues est parti comme ça. C'est vrai que parfois on lit des petits signes de Dieu dans le quotidien. Moi je me souviens justement pendant mon dernier postpartum qui a été difficile. Je me souviens qu'une fois à 5h du matin, je donnais un biberon, puis j'ai entendu un oiseau chanter dans le jardin, et je me suis dit, c'est Dieu qui me fait un petit signe. Donc je trouve ça hyper beau de voir Dieu qui nous parle, voilà, par des tout petits événements. Du coup, comment vous êtes sortis de cette période un peu compliquée? Vraiment en étant entouré, je trouve que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Si on a la chance, en tout cas, d'avoir de la famille pas très loin, ou alors nous c'est pas notre cas puisque ma belle-mère habite en Corse et mes parents à Angers, donc mais ils sont venus et vraiment je trouve vraiment que d'avoir juste une présence déjà, c'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas seul, d'avoir un peu d'aide aussi pour de la logistique. On a eu beaucoup d'amis aussi moi j'ai été vraiment bien entourée par mes amis aussi, certaines qui avaient des cadeaux de naissance géniaux, pardon. Comme par exemple, j'ai une copine qui est venue avec des plats qu'elle avait préparés elle-même pour quelques jours. Et j'ai trouvé ça tellement gentil et délicat. Et voilà, donc moi je dirais vraiment d'être bien entourée et de pas hésiter à parler, parce que finalement parfois je trouve que d'être maman, on culpabilise quand même souvent pour beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est très culpabilisant d'être un peu triste quand on a un début de maternité et qu'on a vraiment désiré plus que tout être enceinte et porter la vie. Et de voir qu'on a tout pour être heureuse en fait, et qu'on est un peu triste, c'est pas forcément évident, mais voilà, en fait en parlant, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a tellement de gens autour de nous qui finalement ont vécu la même chose, peut-être à des moments différents de leur postpartum, mais voilà, les hormones ça n'aide pas, et de se rendre compte que d'autres femmes l'ont vécu avant nous, le vivront après, et ça permet vraiment de dédramatiser, je trouve. Et quand on dédramatise, souvent les choses vont mieux après, de se dire en fait ouais mais c'est normal ce que je traverse, mais ça passe vraiment par la parole. Quand on dit que quand on parle on fait la moitié du chemin, j'en suis vraiment convaincue. Je trouve que, et on sait pas du tout ce que les autres ont à nous apporter aussi, comme parfois comme petits conseils, comme paroles réconfortantes qui va nous toucher particulièrement ce jour-là, ou faire écho à ce qu'on est en train de vivre. Vos difficultés n'étaient pas terminées, votre fille a eu un reflux, un torticolis. Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir à ce moment-là? Oui, Léonore, en fait, quand elle a eu à peu près un mois, pendant 3 semaines, donc de ces un mois à un peu plus d'un mois et demi, elle a vraiment... en fait, nous, on pensait des coliques, mais on a su plus tard que c'était pas vraiment ça. Elle pleurait tout le temps. Mais vraiment, quand je dis tout le temps, c'est... Encore une fois, je pèse mes mots, et sans exagération, elle pleurait, je pense, vraiment sur 24 heures, peut-être 20 heures. Enfin, c'était des pleurs tout le temps. Elle ne dormait que sur nous. Il fallait qu'on soit debout ou en position semi-assise. Donc ça a vraiment été ça a été vraiment très éprouvant. Heureusement, mon baby blues était passé. Donc déjà, les choses se font bien. Parfois dans la vie, quand même, tout n'arrive pas en même temps. Mais ça a été vraiment compliqué. Ça a été une période où on savait pas du tout ce qu'elle avait. Enfin, ça a beau être un enfant qu'on a conçu, qu'on a créé, on le connaît quand même pas. Et puis un petit bébé, ça parle pas, donc c'est difficile de savoir. On a été plusieurs fois aux urgences, ils nous mettaient tout sur le compte des coliques. Moi, je faisais attention à ce que je mangeais, parce que je me disais s'il y a des reflux, etc. Voilà, il faut faire attention, comme ça passe par le lait maternel. Et puis on a été quand même très bien entourés. À nouveau, nos mamans respectives sont venues à tour de rôle. Et je me rappelle qu'on avait instauré des rotations la nuit pour qu'on puisse se reposer, parce qu'il y avait vraiment des nuits où en fait on dormait pas avec Benjamin. Mais on pouvait dormir 2 heures par nuit, et puis la journée, lui, il devait aller travailler. Il venait de prendre un nouveau poste. Donc c'était quand même assez difficile. Donc on s'organisait, on faisait des quarts. Ma maman prenait s'occuper d'Éléonore jusqu'à minuit. Moi, je dormais jusqu'à je sais plus où, je prenais la suite jusqu'à 3 heures, et Benjamin prenait le relais jusqu'à 6 heures, puis ma maman reprenait le relais.
on a fait comme ça, donc ça c'est déjà une chance énorme qu'on puisse être bien entouré. Et ensuite moi c'est vrai que j'avais tendance, peut-être que je confie trop de choses dans la prière, mais j'avais vraiment confié ça parce que c'était quand même lourd. Et puis c'est toujours un peu déroutant, on sait qu'un enfant ça pleure, un nouveau-né, mais là on sentait qu'il y avait quelque chose qui était pas normal. Et finalement on a été voir une première ostéopathe qui nous a dit que c'était des coliques. On a vu aucun changement. Et ensuite on a été voir une deuxième ostéopathe qui était spécialisée, qui avait vraiment un DU, donc qui était spécialisée en peut-être pas en néonat, mais en tout cas pour tout ce qui touche au bébé. Et qui nous a dit qu'en fait notre fille c'était pas du tout des coliques, c'était des reflux, elle avait un reflux fort et en plus elle avait un torticolis très fort, et nous on n'avait même pas remarqué qu'effectivement elle ne tournait jamais la tête à droite. Donc elle nous a massé, on est sortis de ce rendez-vous le jour et la nuit, enfin vraiment incroyable. Mais vraiment je bénis les ostéopathes parce que c'était moi j'avoue que j'avais pas d'idée préreçue là-dessus, mais je connaissais pas du tout ce métier. En tout cas on est sortis et Léonore le soir pleurait juste quand elle avait faim, mais dès qu'elle avait mangé c'était bon. Elle dormait plus de 2 heures d'affilée, quoi. Elle faisait des bonnes plages horaires. Enfin, franchement, c'était vraiment génial. Et voilà, je me dis, ça a duré 3 semaines. Je compatis et je pense à toutes les familles qui ont des enfants, voilà, qui ont des reflux parfois qui durent longtemps. Parce que c'est vrai que c'est très, très éprouvant. Mais tout passe. Il faut vraiment se le répéter. Tout passe, tout a une fin. Et voilà. Et après, un jour, on regarde ces périodes en étant presque nostalgique parce que c'était des tout petits bébés, des tout petits êtres. Mais voilà, moi encore une fois, je trouve que pareil, cette ostéopathe qu'on a rencontrée, je me dis que c'était pas anodin quand même enfin voilà, elle était spécialisée et bref, de voir l'avant-après, on a vraiment été bluffés tous les deux. Pour dire des choses aussi un peu positives sur la maternité qui est tellement ambivalente entre le côté très difficile et le côté magnifique. Vous dites que un enfant pousse encore plus à l'émerveillement. Pourquoi ? Ah oui, vraiment, j'espère que voilà, ça fera pas peur aux jeunes mamans ou à celles qui attendent un enfant, ce dont je témoigne, parce que il y avait des choses qui étaient difficiles, mais moi je voulais vraiment témoigner déjà de comment ça s'est résolu à chaque fois par vraiment des petits clins d'yeux. Mais ensuite, c'est vrai qu'un enfant et la maternité de manière générale, c'est vraiment pour moi une source d'émerveillement énorme. Déjà parce qu'un enfant, de base, c'est une merveille, je me dis c'est quand même un don de Dieu, c'est un petit être qu'on crée à deux, mais qui est quand même à part entière, voilà, c'est les enfants, ils ont cette capacité à être dans l'instant présent, à vraiment, quand je regardais Léonore qui s'émerveille devant une fleur, devant un bout de feuille séchée, enfin, que nous, on aurait écrasé sous nos pieds, quoi, qui vraiment va dans les câlins spontanés, dans les sourires, de voir la joie dans leur visage quand on va les chercher à la crèche, enfin, je trouve que c'est tellement incroyable et ça nous sort aussi de nos retranchements, je trouve que ça nous décentre aussi beaucoup. Moi j'avais une tendance un peu anxieuse avant d'être maman de manière générale, et je trouve que la maternité m'a vraiment énormément pacifiée là-dessus. Les angoisses sont maintenant un peu plus centrées sur Éléonore, ce qui est normal en tant que maman, mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se sont comme réorganisées et c'est vraiment un rôle qui est magnifique, et vraiment nos enfants nous apprennent tellement, nous élèvent et nous poussent à être meilleurs. Enfin, quand on les regarde, moi j'adore aller regarder Éléonore dormir par exemple le soir, la voir toute pacifiée, enfin, et vraiment de rendre grâce en disant mais merci mon Dieu pour ce petit être que vous nous avez confié. Je trouve que c'est trop chouette, quoi, de voir la joie dans leur visage, c'est vraiment merveilleux. Et quel âge a votre fille aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle aura 2 ans le 23 juillet. D'accord. Alors, il y a un peu plus d'1 an, vous avez découvert que vous étiez enceinte. Que s'est-il passé ? Oui, j'ai découvert, donc j'étais enceinte à mon retour de couche, mais c'était souhaité. Je m'étais vraiment renseignée sur mes cycles et j'ai pu l'anticiper. On était hyper contents, c'était vraiment chouette. Enfin, presque on n'y croyait pas vraiment parce que ça avait marché du premier coup, donc c'était chouette. Malheureusement, ce bébé n'a pas tenu. Enfin, j'ai appris que ma grossesse était arrêtée sans aucun symptôme. Je l'ai découvert à peut-être 8 semaines, et j'ai eu un curetage du coup à 11, donc assez tardif. Voilà, c'était comme ça, mais c'est vrai que c'était quand même ça reste quand même une épreuve. Après, on a été vraiment très très bien entourés, très bien accompagnés, et une équipe médicale au top. Et puis voilà, je sais que c'est la vie et que malheureusement les fausses couches c'est fréquent, et ouais, c'est fréquent et plus que ce qu'on pense. Et c'est pas pour autant que derrière on retombe pas enceinte, heureusement. Et comment vous avez fait le deuil de ce petit bébé ?
Moi, j'ai l'impression plutôt facilement avec Benjamin. Enfin, facilement, c'est peut-être pas le bon mot, mais ça a été dur évidemment à la première échographie quand on annonce qu'il n'y a pas de cœur, quoi. Donc, surtout quand on n'a pas eu de saignement ou de crampes, c'est toujours on tombe un peu de haut parce que si on n'a pas vraiment de symptômes, on se dit que tout va bien. Mais voilà, après avec recul, je pense que quand même ça nous a marqué. Enfin, quand on a après souhaité avoir un deuxième enfant, je repense, j'avais souvent cette image de ce petit bébé qu'on avait perdu. Et je dirais que le deuil, là maintenant, il est fait, mais c'est vrai que j'aime bien le confier, enfin me dire que peut-être que quand je serai au ciel, je le reverrai aussi, et j'espère que voilà, il est à côté du bon Dieu et qu'il veille sur nous. Ensuite, il y a 3 mois, vous faites un test de grossesse. Que voyez-vous? Oui, j'ai refait un test là il y a quasiment 4 mois maintenant, et positif, donc c'était vraiment trop trop bien. Quasiment 1 an jour pour jour par rapport à cette grossesse arrêtée. Enfin, quand j'avais découvert que j'étais enceinte l'année dernière. Et vraiment une grande joie, évidemment, par rapport à une première grossesse. Quand on a eu une fausse couche précédemment, je trouve qu'on est un peu moins innocente et naïf. Enfin, en tout cas, on se laissait un peu moins porter par la joie. On avait un peu plus de réserve avec Benjamin, de se dire voilà, on essaie de pas trop s'emballer, on attend. Finalement, tout s'est très bien passé. Vraiment, des symptômes de grossesse assez forts, mais vraiment une grossesse. Tout s'est bien passé. Des échographies qui ont montré qu'un petit bébé allait bien. Et c'est vraiment le plus beau cadeau. Et ça s'est fait vraiment un mois où pour le coup, on n'y pensait pas du tout et je pensais pas que ça. Enfin voilà, on s'était un peu découragé de se dire c'est long. Et non. Et Dieu est plein de surprises, donc ne jamais perdre espoir. Aujourd'hui, quelle est la place de la prière dans votre vie, la prière personnelle? Je dirais au quotidien, quand même, vraiment, j'essaye comme je disais au tout début, d'avoir instauré un peu un rituel. Enfin, je pense que j'ai vraiment, je demande encore régulièrement la grâce de fidélité à la prière parce que je trouve que ça m'aide énormément. J'arrive pas du tout à prier le matin. J'ai vraiment essayé plusieurs fois, mais j'y arrive pas. J'ai pas assez de volonté. En revanche, je trouve que c'est vraiment bien de trouver un petit créneau dans sa journée pour un créneau où on est disponible. Moi, je sais que si je le fais donc trop tôt le matin, je suis pas disponible. Trop tard le soir, je suis trop fatiguée. Mais voilà, de vraiment l'inscrire dans son quotidien comme une habitude, comme se laver les dents, par exemple, pour que ça soit vraiment après un rituel. Donc moi, elle est vraiment inscrite le soir après avoir couché Éléonore et avant qu'on dîne. C'est vraiment un moment que je prends pour prier. J'aime bien en plus avec la fin de journée, quand c'est l'été, du coup on voit je fais souvent ma prière avec ma fenêtre, proche de ma fenêtre pour pouvoir voir les paysages, voir la nature. Je trouve que la nature pousse vraiment à la contemplation et la contemplation à l'émerveillement et l'émerveillement à la prière. Enfin, je trouve que c'est des cercles vraiment vicieux qui rapprochent vertueux, pardon, pas vicieux, des cercles vertueux qui nous rapprochent de Dieu. Enfin, je trouve que vraiment la nature, les paysages sont vraiment des canaux de la grâce en tout cas. Donc oui, la prière est vraiment en tout cas, j'essaye de prier le soir. C'est pas pour autant que je fais tout le temps des prières très sophistiquées ou quoi, mais j'aime beaucoup l'application Prier en chemin qui est tenue par les jésuites. Je trouve qu'elle permet c'est vraiment l'évangile du jour ou une lecture du jour qui est donc lue, et ensuite on a 3 petits temps de méditation sur cette lecture guidée, donc avec des petites pistes de réflexion, un chant qui est introduit au départ, un chant à la fin, et ça se termine par soit un Notre Père, un Je vous salue Marie, ou une prière de fin. Et je trouve que c'est vraiment une bonne manière de prier, parce que moi je pratiquais beaucoup la prière d'alliance, donc pardon, merci s'il te plaît, qui est trop chouette, mais je sentais qu'il y avait vite la tentation d'aller dans une habitude, de répéter un peu les mêmes choses chaque jour. Et je priais pas du tout avec la parole de Dieu. Et d'avoir justement cette application avec des textes, ça permet de s'appuyer justement, déjà de se laisser porter par les réflexions et de vraiment justement parfois se poser des questions qu'on se pose pas ou qu'on se serait pas posé. Donc voilà, je trouve que c'est un bon moyen. Et puis avec Benjamin, voilà, ce serait vraiment mentir de dire qu'on prie au quotidien, loin de là. Mais franchement, on a la messe et puis on essaye de prier quand même de temps en temps ensemble. Mais si vous pouvez prier en couple, c'est tellement bien. Enfin, j'adorerais qu'on puisse le faire plus souvent, mais pour le coup, on n'est pas très bon là-dessus. Est-ce que vous avez des engagements dans votre paroisse ou autre? J'ai pas encore d'engagement. Enfin, pardon. C'est juste que l'année prochaine, j'aimerais bien animer un petit peu la messe. Mais voilà, je sais pas encore si ça se fera. Et puis sinon, ça fait 2 ans que que j'anime le caté, donc des groupes de caté primaires
avec une copine l'année dernière et puis avec une autre copine cette année. Et c'est vraiment trop chouette. Et là encore, je trouve que les enfants, et c'est pas des bébés du coup, c'est des plus grands, dans leur réflexion, pour moi c'est vraiment des sources d'émerveillement aussi. Vraiment même plus grands, je trouve que c'est génial quoi ça porte vers le haut évidemment, c'est pas petits ils sont pas encore pervertis, plus grands parfois voilà, ça peut aussi je sais que c'est pas toujours tout rose un enfant. Mais quand même, je trouve que ça a des réflexions, c'est spontané, c'est trop chouette, quoi. Vraiment, être au contact d'enfants, c'est vraiment beau. Alors pour finir, question courte, réponse courte ou pas. Complétez cette phrase, la personne humaine est... Je dirais belle et pleine de surprises. Un livre que vous aimez? Cœur de femme de Stacy Elderedge. Une femme qui vous inspire? Il y en a plusieurs quand même, mais je dirais ma maman déjà. Ma belle-mère et ma grand-mère, enfin mes grand-mères. J'ai la chance d'avoir mes 2 grand-mères encore avec moi et c'est des femmes que j'admire vraiment pour des raisons différentes, mais pour leur joie de vivre, pour leur foi aussi. Vraiment, elles ont toutes les deux la foi et voilà, incroyable par leur force de caractère, parce que c'était des époques, elles ont beau avoir eu des vies faciles, c'était des vies qui étaient quand même exigeantes aussi. Et voilà, ma maman parce qu'en étant maman, je trouve que je me rends compte vraiment de tout ce qu'une maman fait pour ses enfants. Qui plus est quand parfois elle renonce à un travail pour s'occuper pleinement de ses enfants. Donc vraiment ma maman, ça m'aide énormément et ça nous a vraiment rapprochés à la maternité. Et ma belle-mère, pour d'autres raisons, parce mon beau-père est décédé. Elle a longtemps élevé seule ses enfants et je trouve que c'est une femme avec beaucoup de bon sens, des conseils toujours pertinents et un courage et une force de caractère qui lui a permis de porter sa famille à bout de bras et que vraiment j'admire. Un moment qui vous ressource? Marcher dans la nature. J'adore vraiment la nature, c'est trop bien d'être au contact, de voir les arbres, de voir des fleurs, surtout pendant le printemps et l'été. Mais ouais, j'aime énormément être dehors. Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez? Merci. Merci vraiment pour la vie parce que c'est un beau cadeau, j'espère que je l'honore bien. Et pardon d'être pour les infidélités parce que je sais qu'il est toujours fidèle. Mais d'abord vraiment merci, je pense. Merci pour la vie que j'ai parce que j'adore ma vie. Merci beaucoup Clémentine, c'est une belle conclusion. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette conversation vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous dans le numéro de juillet-août 2025. Le lien est dans la description du podcast. Et à bientôt pour un nouvel épisode.